live du BGF avec des invités de prestige. Moi, c'est Tanjou, voilà, un ancien directeur du BGF. Un ancien directeur du BGF, accompagné par la charmante Charlotte, l'actuelle directrice du BGF, et qui va co-animer avec moi donc cette première émission. J'espère voilà, vous retrouver ici nombreux. C'est une première, donc il y en aura, on espère, bien d'autres pendant cette période de confinement et après de déconfinement, et peut-être même jusqu'au BGF. On a quelques surprises à vous annoncer, on verra plus tard. Voilà. Alors, donc en cette fête du 1er mai, je voulais d'abord souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses, en particulier aux travailleurs et travailleuses de la santé qui sont au front et en première ligne, et aussi à tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur de la culture qui aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas de travail. Et qui vivent cette période avec beaucoup de difficultés. Voilà. Eh bien, on a choisi d'inviter pour cette première émission d'autres travailleurs, voilà, aussi du secteur culturel ou socioculturel ou de l'événementiel, qui ont eu la malchance, comme nous, de devoir annuler ou reporter leur événement. Voilà, Charlotte, peut-être que tu peux nous présenter nos invités du jour. Tout à fait, je peux faire ça. Donc, notre premier invité, après je vais les laisser se présenter tout seuls, mais donc je vais chaque fois vous donner leur prénom, et puis ils vont vous expliquer un peu de quel événement ils vont vous parler, et vous en dire plus à propos de cet événement-là que vous ne connaissez, parce que vous ne connaissez pas forcément tous les événements. Donc, notre premier invité, c'est... Attends, je vais regarder dans l'ordre dans lequel je dois les présenter. Nous avons Nathan, que vous ne voyez pas en vidéo, mais qui peut vous parler, et ça, c'est la magie de la technologie. Donc, Nathan, je t'en prie, c'est à ton tour de te présenter et de présenter ton festival. Merci beaucoup, et tout le monde. Voilà, Nathan, co-organisateur, cofondateur de Green in Town. Alors, qu'est-ce que c'est Green in Town ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités à présenter notre festival, et courage à tous les acteurs du secteur événementiel dans cette dure période. La Green in Town, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival de musique électronique qui vise à faciliter le changement d'habitude vers plus d'éco-responsabilité. Plutôt que conscientiser de manière moralisatrice et un peu ennuyante, nous, on a préféré choisir la voie du festival et de la musique pour rassembler des acteurs du monde durable et présenter des différentes activités qui permettront aux participants, en les essayant, de comprendre qu'il est tout aussi facile de vivre en respectant la nature et l'environnement que de vivre comme beaucoup de gens le font maintenant en ayant des habitudes qui ont un impact souvent négatif sur la planète, et le faire de façon amusante en dansant. Alors, notre premier festival a eu lieu à Tour et Taxi l'année passée, et on aurait dû en avoir 6 cette année. Mais on reste motivé et on planche sur des solutions, notamment des solutions dont on discutera aujourd'hui, je suppose. Tout à fait, on en parlera un petit peu plus tard. Merci Nathan. Donc le prochain invité s'appelle Benoît et lui, il organise le festival Supermouche. Bonjour tout le monde, voilà Superphlix Supermouche en rétrovision. Merci pour l'invitation. Je l'organise vraiment pas seul parce que Superphlix Supermouche, je décris plutôt ça comme un festival, plutôt comme une méthodologie où on veut donner l'opportunité au secteur social et artistique de créer ensemble un festival participatif. Donc oui, moi je suis le heureux fédérateur de toutes ces personnes, parce qu'au total il y a plus de 50 partenaires qui se mettent ensemble pour créer un événement quand même avec maintenant un grand rayonnement dans le parc de Forêt. Donc normalement le festival aurait dû avoir lieu le 14 juin. On en parle après, mais donc après une tentative de report vers le 30 août, finalement
on a dû quand même annuler l'édition, en tous les cas, sous sa forme actuelle. Mais donc, nous, c'est plutôt un festival d'art de rue, de musique, d'installation participative, totalement gratuit à un grand public. Donc, comme on est dans un parc, c'est plutôt un festival citadin, mais dans la verdure. Donc, c'est assez intéressant comme contexte pour organiser cela. Et on accueille entre 20 et 25 000 personnes durant un week-end. Donc, malheureusement, c'est considéré comme un événement de masse et donc on a dû repenser le tout. Mais je pense qu'on va parler plus amplement après sur ces éléments-là. Donc, je cède avec plaisir la parole au prochain. Et donc, le prochain, c'est notre dernier invité et c'est Jonathan qui va vous parler du BIF. Oui, bonjour, merci pour l'invitation également. Jonathan Lénart, je suis l'attaché de presse du BIF, le Festival du film fantastique de Bruxelles, qui devait avoir lieu comme chacun de vos événements cette année, mais qui n'a pas eu lieu puisque c'était en avril et qu'on a dû malheureusement l'annuler. Donc c'est un festival, un des 5 plus grands festivals de genre au monde. On a à peu près une centaine de longs métrages, 70 courts métrages. On a 80 invités qui viennent du monde entier. On a 60 000 personnes qui viennent, donc également un événement de masse. Mais donc voilà, je suis à la fois très content et très curieux d'assister à cette discussion parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, à discuter et quand même pas mal d'inconnus sur lesquels on risque de tous buter. Donc voilà, curieux. Voilà, donc un tout grand merci à nos invités du jour. Alors vous avez vu qu'on a vraiment essayé d'avoir des festivals un peu de tous les genres. Justement pour montrer un petit peu que dans la diversité, en fait, finalement, on va se retrouver tous confrontés face aux mêmes problèmes. Et donc, nous, je vais quand même présenter le dernier festival, à savoir celui qui se trouve sur la page où vous vous trouvez. C'est le Brussels Game Festival. Et donc, c'est le festival des jeux qui aurait dû avoir lieu le dernier week-end d'août. Et qui se passe au parc du Cinquantenaire et qui attire en général aussi pas mal de personnes et donc a dû être reporté. Et donc nous, on a décidé de le reporter d'1 an. Ça nous évite le douloureux mot annulation. Anjou, je te laisse continuer. Oui, alors, donc vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Bonjour à Arthur, bonjour Quentin, bonjour Roxane, voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi ou des réactions par rapport aux invités, aux questions qui sont ici débattues, n'hésitez pas à les poser et à intervenir. Voilà, on va essayer que ce soit le plus convivial et le plus agréable possible entre nous et entre vous. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? Alors là, on peut passer directement justement au gros point de cette rencontre, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces annulations ou de ces reports sur nos différents festivals, que ce soit au niveau financier, au niveau des équipes, au niveau des aides qu'on va pouvoir débloquer pour pouvoir s'en sortir, de la suite. C'est un petit peu à vous de voir qu'est-ce que vous allez pouvoir nous raconter là-dessus. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous interroger. Je vais faire au hasard. Tanjou, tu peux peut-être commencer à parler pour le BGF. Alors, donc le BGF, parmi tous les événements, je pense, c'est le dernier, ou peut-être avec vous, Supervlic, où on a été vraiment concerné par les mesures prises par le gouvernement concernant donc les festivals d'été. Avec dans un premier temps une petite cacophonie, est-ce qu'on fait partie des événements de masse ou pas? Mais avec 17 000 visiteurs l'année dernière,
Je pense que malheureusement, on était effectivement concernés, ça s'est effectivement confirmé. Et donc, on a dû, la mort dans l'âme, décider ce report, hein, puisqu'on n'appelle pas annulation, mais report, puisque la 8e édition, finalement, n'aura pas lieu en 2020, mais bien en 2021. On gardera d'ailleurs la même thématique. Et on gardera aussi la même affiche. On avait d'ailleurs lancé l'affiche j'ai vu le 10 avril. On avait pris un peu de retard par rapport à notre planning initial d'ailleurs, vu qu'on voulait l'annoncer avec les événements auxquels on collaborait, auxquels on participait. Et puis patatras, le 15 avril, Conseil national de sécurité, qui nous annonce, notre cher Premier ministre, qui nous annonce effectivement que les événements de masse et les festivals de l'été seront interdits. Alors voilà. Et donc voilà. Alors je vous présente l'affiche. On avait imprimé des flyers, on avait imprimé des affiches. On a tout prévu. On a tout prévu. Donc on avait, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, c'est peut-être en tout petit, mais on avait une bonne dizaine d'événements du printemps auxquels on collaborait, on participait, pour lesquels on avait même des contrats qui sont tombés à l'eau. On devait également participer à Greenington d'ailleurs, pour faire des animations autour du jeu de société. Tout ça évidemment. Et au BIF aussi. Et au BIF, oui, tout à fait. Donc il y avait la Made in Asia. On devait commencer par la Made in Asia, qui elle est reportée au premier week-end de septembre. On les avait d'ailleurs invités aujourd'hui, malheureusement ils n'étaient pas disponibles. C'est encore une inconnue pour eux, j'imagine, de pouvoir le faire ce premier week-end de septembre. Voilà, il y a encore pas mal d'inconnus sur la saison prochaine. Il y avait eu des animations à Uccle-en-Jeu, il y avait Greenington, il y avait le BIF, la fête de l'Iris, et puis aussi les animations du dimanche de juin, juillet, août, au Vauxhall, le Vauxhall Summer, qui est organisé par la ville de Bruxelles. Donc tout ça est tombé, et ce sont aussi des contrats pour nous qui ne permettront pas de rentrée financière. Et donc les dépenses qu'on a engagées, je ne sais pas comment on va pouvoir les récupérer. On espère. On est un peu dans l'expectative pour l'instant, et on comptait aussi sur cette édition-ci, sur notamment la location des espaces exposants, pour rembourser on aurait en tout cas nos dettes accumulées les années précédentes. Il faut savoir que le BGF n'est pas du tout un festival rentable, et vit en partie sur des subsides, mais également en partie sur les locations des exposants, et on comptait donc sur ces locations pour pouvoir rentrer dans nos frais. Tout ça évidemment n'est plus possible, donc il va falloir réenvisager des échelonnements, voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, on est dans une situation un peu difficile. Comme beaucoup, probablement. Comme la plupart des événements. Il faut savoir, cela dit, que le BGF repose quasi exclusivement sur du bénévolat. Mais c'est un festival aussi qui est gratuit. Donc il n'y a pas de recettes liées aux entrées. Ce qui n'est pas le cas d'autres festivals. Supervic, Supermouche, vous êtes gratuit aussi. Greenington, je pense que vous l'êtes aussi, je pense. Nathan ? Oui, on est bien gratuit. Ouais, voilà. L'avantage des festivals gratuits fait que on a. Voilà. Mais après, il y a moyen de venir au BIF gratuitement. C'est juste qu'alors, tu ne vois pas de film. Non, il y a moyen de voir des films gratuitement. Non. En plus, tu vois. Oui. Et puis, il y avait moyen aussi d'aller participer à des animations particulières, comme les animations prévues par l'équipe d'animation du BGF. Voilà. Bien. Justement, on va peut-être rebondir sur le BIF.
Donc Jonathan, au niveau des conséquences de cette annulation? Comme nous, on était en première ligne, ce qu'il y a, c'est que comme on travaille en étroite collaboration avec l'Asie, on a très vite senti le vent tourner, notamment avec la Corée du Sud et la Chine qui se mettaient à annuler pas mal de projections. Donc on s'est dit qu'il fallait prendre une décision très très rapidement, ce qu'on a fait en collaboration avec les pouvoirs subsidiants, parce qu'il fallait une réponse le plus vite possible, surtout pour éviter d'engager des frais immenses, comme justement des impressions, tout le principe de la communication, etc. Donc on a, dans une mesure raisonnable, réussi à stopper l'hémorragie financière du mieux qu'on pouvait. Maintenant, on reste dans l'expectative parce qu'on est dans une situation complètement inédite. C'est très difficile de se projeter à court terme, à moyen terme et même à long terme pour l'instant. Je préfère anticiper le pire plutôt que de prévoir le meilleur, en toute honnêteté. Donc voilà. Maintenant, ceci dit, on a quand même une équipe formidable avec laquelle on a réussi à faire un BIF Confined, c'est-à-dire offrir à nos spectateurs, en tout cas, pas mal de films qui étaient programmés dans la sélection et qui ont été programmés les autres années dans la sélection sur différentes plateformes VOD, que ce soit les plus connues qu'on ne va pas citer, ou même des plateformes belges. Qui sont extrêmement achalandés. Donc voilà, on a essayé de maintenir un rythme soutenu pendant les dates supposées du festival 2020, à tel point que notre responsable des réseaux sociaux est, je pense, la seule à véritablement avoir fait le BIF 2020, parce qu'elle est sur les rotules, complètement vannée, comme si elle avait vraiment fait un BIF, quoi. Donc voilà, ça en tout cas c'est la solution alternative qu'on a trouvée pour offrir quelque chose à notre public à court terme. Et pour Supermouche, quelles sont les conséquences? Oui, juste pour dire que quand tu es un festival d'art vivant, c'est très difficile de trouver des alternatives, bien sûr, tout par le digital ou l'alternative. Donc, dans un premier temps, pour nous, on pense surtout aux artistes, parce que pour les artistes des arts vivants, que ce soit des plasticiens, que ce soit des comédiens ou des circassiens, eux, ils vivent d'habitude leur haute saison justement entre mars et septembre, donc ils doivent faire toute leur année sur cette période. C'est donc une vraie catastrophe. Donc, dans un premier temps, quand on avait vu l'affaire arriver mi-juin, nous semblait déjà très vite et clairement pas jouable. On a tenté cette chance de donner quand même l'opportunité à tout le monde de pouvoir continuer en l'offrant le fin août, le 30 août, qui pour nous était une date encore assez faisable parce qu'on pouvait se lier avec le Forest Sounds Festival qui se tient dans le même parc, et on voulait du coup, parce qu'on aurait eu quand même des coûts supplémentaires, mais du coup avec cette synergie, on pouvait profiter de la synergie logistique, parce que mettre sur pied un festival comme le nôtre dans un parc, comme vous le connaissez aussi, ça demande une énorme machine logistique. Et donc, bien sûr, là aussi, il y a beaucoup de dégâts parce que, bon, on annule tout. Finalement, les vrais frais réels sont surtout liés à l'accompagnement. Je pense qu'on a juste pu arrêter, nous, au moment qu'il n'y avait qu'un tiers des frais engagés, mais il y avait beaucoup de promesses faites vis-à-vis des artistes. Donc, on est maintenant dans l'état où on a évalué avec les pouvoirs subsidiants pour soit trouver des idées de défraiement ou soit quand même, via des alternatives, leur permettre de faire quand même quelque chose encore cet été. Parce que reporter pour l'année prochaine est une solution, mais ça n'aide en rien ces artistes qui, cette année, alors du coup, ont juste une année qui leur manque dans leur année budgétaire. Donc, on va quand même, dans la mesure du possible, essayer de trouver encore des alternatives. Maintenant, un festival comme le nôtre, ou comme beaucoup de festivals, mais bon, nous, on veut surtout mettre les gens ensemble, des publics croisés, vraiment le vivre ensemble dans le parc, on fait des choses, littéralement des activités, on va faire des choses ensemble, mais aussi
interagir et qu'on fait vivre des quartiers pendant des mois en amont d'un festival, ça nous touche vraiment dans l'ADN. Maintenant, on ne se fait pas vite démoraliser, donc plutôt de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On est maintenant en train de réfléchir, comme on avait posé vers le 30 août, de se dire, OK, on a cet été devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire durant l'été? Et je pense que ça, c'est en tous les cas notre persuasion, c'est qu'on a une carte à jouer, si on le peut, et qu'on va faire pour ces milliers de familles qui sont quand même confinées finalement aussi pendant l'été ici à Bruxelles, parce qu'on entend que quand même les voyages vont être limités, que beaucoup de gens vont quand même rester ici, peut-être que certains vont devoir travailler, soit il va y avoir beaucoup de gens qui attendent des choses à faire, et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on peut organiser. Donc, on ne sait même pas si on peut organiser une rencontre de 10 personnes, de 20 personnes ou de 100 personnes en tenant compte. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, mais si on est au taquet et si on est prêt à sauter et de se dire, OK, on se réinvente, il y a peut-être quand même une possibilité de quand même offrir de petites choses. Je pense que plus que jamais, la leçon Corona, c'est éviter les grands festivals, les grandes concentrations. Donc, on peut se projeter pour 2021, mais si on veut encore faire quelque chose en 2020, on doit penser autrement. Maintenant, il y a le digital, et je pense qu'il y a des énormes exemples, comme on vient d'en citer pour le BIF, ou en tous les cas, c'est déjà un médium sur écran, donc c'est logique qu'on va penser à ça, mais que je pense qu'il y a quand même encore le besoin de réfléchir à d'autres méthodes où on ne va pas remplacer tout par le digital non plus, et que nous, on va essayer de réfléchir à être créatif. Si on voit ces moments à 8 heures, on applaudit, des trucs où on peut quand même créer du lien sans qu'on doit vraiment se toucher. Ça, c'est plutôt, on a l'impression qu'on a une carte à tirer. Maintenant, c'est des rêves parce que c'est la question plutôt c'est la réponse à la question numéro 3. Si on cherche des alternatives, on peut les développer un peu après. Mais donc, nous, on rêve plutôt maintenant de peut-être occuper le parc de forêt avec de petites choses durant l'été, donc plus durée dans le temps, pour beaucoup moins de gens. Donc, on ne va pas compter, on ne va pas pouvoir le faire pour tout Bruxelles. On espère peut-être inspirer tout Bruxelles pour qu'à d'autres endroits, qu'on fasse la même chose, mais c'est vraiment pas l'idée que tout le monde va se trouver au parc de forêt parce qu'on aura la même problématique qu'avec les consommateurs. Donc, en somme, voilà, là, un peu les impacts. Et c'est de temps en temps, et c'est peut-être quelque chose où j'aimerais avoir l'idée des autres organisateurs. J'ai un peu le sentiment d'être comme dans un cercle vicieux où le serpent qui mord la queue du serpent, de dire, OK, on cherche une alternative, mais je dois demander au pouvoir subsidiant s'ils nous suivent dans notre logique, mais eux, ils veulent savoir ce qu'on peut faire. Mais on peut que penser à quelque chose concret si on sait qu'on a des sous pour le faire. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est ça, on est un peu tous face au même problème, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ben, pour savoir ce qu'on a le droit de faire, on doit proposer quelque chose. Effectivement. Mais merci en tout cas pour cette belle explication. Nathan, ça tombe bien que je t'interroge parce qu'il y a une question qui te concerne. Concrètement, c'est quand la prochaine après-midi Green in Town? C'est une question de Armand. Ah, qui vient du live. Oui, du live. C'est un de mes amis, c'est marrant. Concrètement, la prochaine Green Town, eh ben, écoutez, moi aussi, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. Je me doutais un peu de la réponse, hein, mais... plus sérieusement, personnellement, j'aimerais partir sur une note positive via 2 points. Le premier étant que je trouve que c'est malgré tout un bon moment pour réfléchir à la durabilité de manière générale et ce aussi particulièrement en termes de financiabilité et de stabilité financière de nos événements. Je pense que c'est un bon moment pour revoir le modèle économique et voir comment on pourrait se réinventer pour faire en sorte que nos festivals soient pérennes, dans le temps, mais également financièrement, puisque en vous écoutant, en fait, j'ai compris, ça renforce une idée qui est la mienne depuis que j'ai commencé donc,
ces événements grand public, je dirais, qui est que c'est très difficile d'organiser un festival de qualité en se basant exclusivement sur des subsides. Et donc, nous, on essaye à chaque fois réfléchir à d'autres moyens d'essayer évidemment de driver entre guillemets des revenus. Bon, après voilà, je parle de mon expérience qui est rien comparé à la vôtre, puisque nous ça ne fait que entre guillemets 1 an, en tout cas pour la Green in Town, qu'on existe. Et on a accueilli plus ou moins 2000 personnes pour notre premier événement, alors que vous nous parlez de festival à 60 000 personnes. Donc, c'est déjà chouette de pouvoir en discuter avec vous. Mais donc, la première note positive, je trouve que c'est un bon moment pour essayer de réfléchir à des alternatives et des nouveaux moyens d'essayer de générer des revenus qui nous permettraient de faire des festivals plus stables financièrement. Et je pense que le virtuel, dans l'avenir, va avoir une énorme part à jouer là-dedans. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, la deuxième chose, je trouve que ce sont des opportunités pour se réinventer et revoir la façon dont on vit un événement. Par là, j'entends que, on l'a entendu avec le BIF et les autres festivals, parce que je prends aussi d'autres festivals avec lesquels je discute, donc surtout des festivals dans la musique évidemment, mais on cherche à se réinventer, on cherche à se réapproprier des plateformes qui existent déjà, par exemple des plateformes virtuelles comme Zoom ou d'autres plateformes. On cherche à revoir l'utilisation du live stream, on cherche à essayer d'organiser des événements et la même expérience qu'on vit au cours d'événements actuels, passés, mais d'une nouvelle manière. Comme vous venez de l'expliquer, pourquoi pas faire des événements, pourquoi pas avoir la même expérience, mais à plus petite échelle et à plusieurs endroits, par exemple. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait cette discussion. Et alors, pour revenir, nous, plus précisément sur ce qu'on pense faire avec la Green in Town, cet été, on n'est pas encore sûr de pouvoir organiser des événements de plus petite taille. Donc, si on peut le faire, ce serait une première solution pour nous, tout en respectant évidemment les mesures de sécurité. Et c'est vraiment avec des pincettes que je dis ça, parce que je pense qu'il faut aussi faire attention à notre responsabilité dans ce cadre. Est-ce que même si on a le droit d'organiser des événements, ce serait bon de le faire? Il faudra voir, et je n'ai pas la réponse maintenant, je pose juste une question, c'est une question rhétorique. Je pense que c'est intéressant d'y réfléchir. Mais donc voilà, ça c'est une première solution. Une deuxième solution, ce serait d'attendre et d'être prêt quand on pourra faire des événements. On a une chance, entre guillemets, par rapport à vous, qui est déjà établie et qui avait peut-être dû avancer des frais plus importants. Nous, on a eu l'opportunité de prévenir ce qui est arrivé, et donc les frais qu'on a dû mettre en avance sont surtout les frais des gros DJ qu'on a dû booker à l'avance et avec lesquels on peut discuter pour soit les déplacer à d'autres dates, soit les rebooker pour l'année prochaine. Donc ça, je pense que c'est une de nos chances maintenant, parce qu'on est encore assez jeune, ce qui aurait été compliqué de faire si on avait déjà plus d'années d'expérience. Et donc la troisième chose qu'on va faire, je ne vais pas dire exactement ce sur quoi on travaille, mais on travaille sur beaucoup de communication, une communication intéressante et en ligne avec notre premier objectif, qui est de permettre aux gens de faciliter en tout cas le changement d'habitude vers plus d'éco-responsabilité, tout en s'amusant sur de la musique. Du coup, Tanju, je propose qu'on rebondisse là-dessus, parce que c'est un des points qu'on voulait aborder aussi aujourd'hui, c'était ce côté éco-responsable, et notamment justement parce que Green in Town, on sait que c'est un petit peu de là qu'est parti votre festival en fait. Tout à fait. Et donc nous, au BGF, c'était notre thème l'année dernière. Tanju, tu peux peut-être un petit peu expliquer ce qu'on a mis en place, nous, au niveau du BGF,
et puis voir avec chacun ce que vous mettez en place à ce niveau-là. Oui, donc effectivement, l'année dernière, nous avions choisi comme thématique le jeu, l'écologie et le développement durable. Ça faisait déjà quelques années qu'on essayait en tout cas de mener des actions concrètes en termes de développement d'un festival éco-responsable. Déjà, nous sommes depuis 2016 installés au Parc du Cinquantenaire. Parc du Cinquantenaire qui est géré par l'IBGE, c'est-à-dire Bruxelles Environnement, et qui impose un certain nombre de conditions d'occupation, notamment une charte pour un développement durable auquel tous les organisateurs sont censés souscrire. Et donc depuis 2016, on a essayé de respecter ces engagements et on a mis un peu plus l'accent là-dessus l'année dernière. Il faut savoir que cette charte contient comme obligation, en tout cas, d'agir, en tout cas, impose aux organisateurs d'agir pour la qualité de l'environnement par la mise en œuvre d'actions favorables à la nature, à la prévention des déchets, à la réduction des pollutions. Donc là, le tri multidéchets, par exemple, est obligatoire. Stimuler une économie éthique, locale et solidaire par l'intégration de critères sociaux et environnementaux. Et là, on a aussi cette année privilégié des partenariats avec des fournisseurs qui avaient cette démarche éco-responsable dans leur pratique, et enfin favoriser une cohésion sociale en assurant l'accessibilité de tous. Donc depuis quelques années, on mène des actions spécifiques en faveur de l'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et on engage effectivement des frais spécifiques pour permettre cette accessibilité pour tous. Alors, là, par exemple, pour tous les supports promotionnels, nous avons privilégié les impressions sur papier recyclé ou provenant de forêts durables. Ce qui a un surcoût, évidemment. Toutes ces actions, toutes ces opérations, toutes ces démarches ont un surcoût qu'il faut prendre en charge, et ça pèse évidemment sur les finances du festival et de l'ASBL qui le porte. Voilà. Il y a notamment la question des gobelets, par exemple, réutilisables, qu'on loue via notre partenaire. Voilà, c'est un moyen aussi d'éviter l'accumulation de déchets, et aussi tout le travail de nettoyage après, pendant et après le festival du parc, pour le rendre aussi propre, si pas plus propre qu'avant de nous y installer. Super, merci Tanjo. Pour Supermouche, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour votre festival? Et comment est-ce que vous travaillez un petit peu cet aspect-là? Moi, je pense que c'est même crucial, et j'aime bien, comme Tanjo le disait, de lier la durabilité à l'éco-responsabilité et le côté social d'inclusion, parce que je pense que ça va main dans la main. C'est plutôt, j'aime bien pour ça l'idée de la transition, parce que ça fait et le respect pour la nature, mais et aussi le respect pour les gens. Et bon, ça fait partie vraiment de notre ADN. Je pense que c'est une ligne rouge, et donc nous, on a un super manifeste qui est le manifeste pour collaborer ensemble autour de la philosophie pour le festival, parce que si tu travailles avec tous ces opérateurs, toutes ces organisations doivent avoir un peu la même philosophie à adhérer. Et en plus de ça, on a une charte de durabilité où on a aussi bien au niveau de la programmation, des réflexions qu'on va dire. Quand il y a des artistes qui viennent de plus loin, on va pas uniquement les booker pour nous, on va essayer de regarder si on peut organiser une petite tournée avec eux en Europe ou en Belgique, dans d'autres lieux.
tout comme qu'on va surtout aussi promouvoir des artistes qui viennent de chez nous. Maintenant, au niveau, bien sûr, de la logistique, c'est une question éternelle. Déjà, à la base, un festival n'est pas le concept le plus écologique imaginable parce qu'on fait une concentration de gens à une date et une concentration de matériel à une date. Donc, c'est pour ça que je partage l'idée, ce que Nathan dit, qu'on doit aussi profiter de cette occasion du corona, peut-être de réfléchir à certaines méthodes. C'était fascinant dans notre report ou notre idée de report parce qu'on est exactement comme Nathan le disait, nous, depuis 1 an en réflexion parce que moi, je veux avoir une idée vers où est-ce qu'on veut aller en 2025, d'avoir une projection sur 5 ans pour pouvoir se dire où est-ce qu'on va. Et bien sûr, le composant de la durabilité en fait partie. Et en fait, j'avais proposé, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas qu'on saute à une année de Supermouche, qu'on fait plus petit pour justement donner du temps à cette réflexion. J'ai démarré ça en octobre 2019, tout le monde me rendait fou qu'on s'imaginait qu'on allait arrêter pendant une année le festival. Bon, bref, on allait le refaire, même avec toute l'incertitude financière. Bon, Corona arrive. Si j'avais proposé il y a 6 mois qu'on allait reporter la date ensemble avec le Forest Sounds Festival pour profiter d'une synergie logistique, tout le monde m'aurait dit que j'étais un fou parce que c'était quand même une identité bien séparée à garder et que maintenant, quand ça se présentait, tout le monde trouvait c'est l'idée la plus logique imaginable qu'on se mettait le même week-end. Donc, c'est vrai que ça nous pousse à une autre réalité, à des autres raisonnements. Maintenant, pour revenir aux choses concrètes de la durabilité, comme je disais, on l'intègre aussi dans la programmation, pas uniquement au niveau du concept, mais aussi au niveau de la thématique. L'année dernière, la thématique de notre festival était le plastique souple. Donc, la critique contre le problème qu'on est en train de polluer notre planète, mais tout en gardant un côté déjanté, humoristique, décalé, pour justement, comme disaient les autres, ne pas pointer du doigt et ne pas être trop moralisateur, mais que via la programmation active, comme j'imagine beaucoup de films le font, ou comme on peut le faire avec aussi les jeux de société qui tournent autour de ces thématiques, mais d'une côté très déjanté, de le faire de cette idée. Cette année, croyez-le ou pas, mais l'idée était de travailler autour du lien entre l'homme et l'animal. Donc, l'Urban Safari, bon, il paraît que là, l'animal a pris le dessus et donc notre virus qui, pour l'instant, règle la planète, fait en sorte qu'on ne va pas pouvoir dévoiler cette programmation en entier. Mais donc, on va assez loin dans cette idée de durabilité parce que comme ça fait vraiment partie de tout. C'est juste pas un petit volet qu'on check, voilà, on a fait un tri avec des îlots tri et on est bon, on fait les gobelets utilisables. Non, il faut que ce soit un tout, un entier pour qu'on y voit. Et on fait ça depuis 6 ans. Allez, je peux donner quelques exemples, bien sûr les toilettes et autres. Mais le dernier dont je pense qu'on était assez pionniers, c'est qu'on s'est mis ensemble avec 10 autres festivals plutôt de musique dans une nouvelle coopérative qui utilise l'eau potable comme source d'eau vraiment pour le public et comme base pour les limonades. Donc, nous, on a sur site aucune bouteille à part des jus. On a que les bières sur fût et on a de l'eau potable de la ville avec des sirops qu'on mélange le jour même. Et donc, ça fait quand même que l'impact au niveau de transport de boissons, mais surtout aussi maintenant, par exemple, les maisons partenaires commencent à installer ces pompes chez eux. Donc, le Wheels, le Brass, le Piano Fabrique sont des institutions culturelles qui ont, après avoir vu l'exemple, maintenant chez eux, arrêté toute consommation d'eau potable, d'eau via bouteille, mais qui change. Donc, ça, c'est des manières où on essaye, via notre réseau, de créer de l'impact. Mais comme je dis, c'est comme une pierre qu'on jette dans un vivier. On commence et ça ne s'arrête plus jamais, cette réflexion, quoi. Ok, super, merci beaucoup Benoît, c'était très complet. Au niveau du BIF, Jonathan, est-ce que vous développez une réflexion par rapport à l'éco-responsabilité, la durabilité ?
Mais pour faire court, parce qu'on se rejoint pas mal, on a une réflexion qu'on a menée depuis quelques temps, notamment sur les gobelets, donc tout ce qui est les éco-cups ou les gobelets en fécule de maïs, et comme le disait Tanju, toutes ces initiatives, ça coûte de l'argent. Hein, et il faut garder en tête qu'un festival, c'est pas n'importe quel festival. Je pense qu'on fonctionne tous en ASBL, et une ASBL, c'est pas une association lucrative sans but, hein, c'est le contraire. Et donc il faut quand même garder cette idée de pérennité du festival et de l'investissement, parce qu'on avait aussi travaillé par exemple sur des plateformes d'accréditation, principalement numériques, pour éviter justement de bouffer toute une forêt de séquoia en papier, avec les invitations, avec tout le papier effectivement qu'on peut utiliser en festival. Donc tout ça, ce sont des réflexions qu'on mène, et qu'on mène avec prudence, parce que ça coûte de l'argent, et il faut que ce soit un système viable. Maintenant, de nouveau, pour faire très court, parce que de nouveau on se rejoint, c'est vrai que nous on travaille un petit peu le développement durable dans la programmation, puisqu'on a l'art, enfin on a le loisir, en tout cas dans le fantastique, d'avoir une programmation extrêmement large, et de voir tout ce que le pire de l'humanité peut apporter dans le futur. Donc développement durable, on a des très chouettes exemples qu'on donne chaque année, donc on essaie de l'avertir, de nouveau, comme disait Benoît, sans faire trop de morale, mais d'avertir avec l'humour qui est caractéristique au festival. Il y a des masterclass également qu'on essaye de faire dans ce même ordre d'idée. L'année passée, et d'ailleurs je trouve que c'est assez amusant maintenant quand on y pense, on avait fait une masterclass qui s'appelait Apocalypse mon chou, où on avait convié des scénaristes et des collapsologues pour discuter d'éventuelles fins du monde, puisqu'on partait du principe que l'homme du XXIe siècle est quelqu'un de foncièrement égoïste, et que finalement tout le problème du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est rentré dans ces informations complètement banales qu'il entend à la télé. Donc on partait du principe que de toute façon on allait tous crever, maintenant à savoir comment et quel film on pourrait en tirer. Donc on a eu plein d'idées, effectivement. Il y a le virus qui est sorti du lot, et on a tous rigolé autour d'une bonne bière après. Mais au-delà de ça, moi ce que j'aimerais pousser un petit peu la réflexion plus loin, parce que j'ai l'impression qu'on fait... Là on discute comme si on était juste dans une mauvaise passe, une parenthèse, et qu'après ça, tout reviendra un petit peu comme avant. Hein, comme si tout va s'effacer d'un seul coup. Moi, je pense qu'on va au-delà d'énormes changements. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas encore. Hein, que ce soit des changements au niveau du comportement, hein, au niveau des gens. Bête exemple, hein, je veux dire, des gens qui maintenant vont prôner beaucoup plus des comportements écolos, et qui vont refuser, par exemple, que des festivals amènent des personnalités d'Asie en avion, des États-Unis en avion, etc., etc. Donc il y a plein de changements qui peuvent arriver, et on ne sait pas encore lesquels. On ne sait pas comment on peut s'en sortir. Si ça tombe l'année prochaine, on n'aura toujours pas de vaccin, et on sera toujours limité avec cette idée d'1,50 m de distance entre les gens. Je veux dire, quand je dis qu'il faut vraiment prévoir le pire, c'est qu'il faut vraiment prévoir le pire. Maintenant, pour quand même terminer sur une note un petit peu plus, j'ai envie de dire naïve, mais dans le bon terme. Moi, je Positive. Je pense qu'elle est sincèrement naïve, mais tu vas comprendre. Je pense que là où on peut vraiment faire une différence, c'est effectivement en créant des synergies entre festivals bruxellois, de plus en plus. Et alors, mon rêve, ça serait de trouver un endroit sur Bruxelles qui peut servir d'endroit pour faire différents festivals, tous les festivals, les vôtres, le nôtre, n'importe quoi, que ce soit musique, cinéma, que ce soit même des food trucks, enfin, on pourrait tout faire là-dedans. On pourrait même mettre nos bureaux dedans, de chaque festival, donc on peut même se partager des idées, faire du crossing avec différents concepts. Imaginez un concert avec une présentation de boissons locales, avec un film, etc., etc. Et ça sera un espace complètement dédié à la culture à Bruxelles. Et ça nous permettrait également de ne pas devoir chercher différents lieux, parce que je sais que ça c'est le nerf de la guerre aussi, différents lieux qui sont payants pour faire nos événements. Donc
Voilà, ça c'est mon vœu, c'est mon rêve. Et je vais terminer sur cette bonne note. Moi, j'aime beaucoup ton idée, en tout cas. Je lancerai une pétition. Pas de problème, je la signe. Dès demain. Mais Nathan, du coup, je sens que tu vas avoir plein de choses à nous raconter aussi sur l'aspect du festival durable. Non, tout à fait. Bon, c'est un sujet intéressant, mais c'est vrai que pour rejoindre Jonathan, c'est vrai qu'il faut prévoir le pire, et c'est pour ça que j'avais commencé en disant que sur une note positive, maintenant, moi je la prends de manière positive, c'est que c'est un moment où on a du temps pour réfléchir à l'après, parce que si ça se trouve, en fait, l'après, il n'y en aura pas vraiment, et il faudra continuer à vivre comme ça, entre sortir d'une période de confinement et re-rentrer dans une période de confinement. Et c'est pour ça que je disais que le virtuel allait peut-être avoir une grosse place dans notre quotidien, dans l'avenir, surtout dans notre travail, dans l'avenir. Maintenant, pour tout ce qui est durabilité, donc, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites au final, et c'est super chouette. Nous, dans le nom, évidemment, on l'entend, on a un positionnement très fort. Maintenant, c'est peut-être important de mentionner le fait que par green, évidemment, green in town, c'est très clair, c'est très explicite. On veut ramener le vert dans la ville. Premièrement, le green ne veut pas juste dire environnement, il veut bien sûr dire responsabilité sociale. Et responsabilité sociale comprend l'environnement, la société et tout ce qui a trait à la gouvernance. Après, voilà, c'est vrai que le fait de dire qu'on va utiliser un festival pour avoir un impact au final sur les comportements des gens, c'est peut-être assez prétentieux et peut-être même incohérent, puisque, comme on l'a déjà dit dans cette discussion, un festival est par définition quelque chose qui respecte pas totalement, en tout cas, ou qui n'a pas un impact pour le moment totalement neutre. Maintenant, encore une fois, nous on choisit on fait le choix de prendre position comme un festival qui veut faire au mieux et veut aller plus loin que avoir un impact neutre, parce que déjà avoir un impact neutre à notre époque, c'est quelque chose de très difficile pour tout le monde, donc pas que pour un festival, pour une personne, pour une institution, pour un gouvernement, pour un groupement de personnes, pour tout autre secteur, c'est quelque chose qui est très difficile. De un, parce que on n'a pas forcément tous les moyens pour le faire. De deux, parce que on ne sait pas toujours par où commencer. Par exemple, on parlait de plastique tout à l'heure. Est-ce que l'impact d'un paquet de fromage dans du plastique est vraiment plus importante que celle d'un fromage qui a moins de déchets? Personnellement, je travaille dans une boîte de consultance, donc je connais la réponse et c'est non. L'impact est moindre. Donc, on voit qu'il y a des pièges partout et c'est très difficile de se positionner par rapport à cette thématique-là. Mais donc, personnellement, et donc, moi, je suis vraiment content d'entendre toutes les initiatives par rapport à la durabilité qui sont mises en place dans les autres festivals et pas que dans le nôtre, puisque c'est pas parce qu'on s'appelle Greenington qu'on est forcément les plus éco-responsables. C'est une première chose. Voilà, donc par rapport à ce que nous, on met en place, donc évidemment, on a une stratégie de responsabilité sociale qui comprend 3 points majeurs qui sont donc le zéro carbone. Le premier objectif, c'est d'être neutre au niveau carbone. Donc c'est pour ça qu'on choisit de faire des festivals dans la ville, de reposer sur les systèmes électriques de la ville, puisque ça a beaucoup, enfin l'impact environnemental comparé à des générateurs est vraiment moindre. Ça, c'est une première chose. Moi, il y a toutes sortes d'exemples, donc je vais rester très bref. Donc, le premier objectif, c'est ça. Le deuxième objectif, c'est
le zéro déchet. C'est pour ça qu'on travaille, et dans le zéro déchet, on a plusieurs niveaux, mais c'est pour ça on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux qui sont en mesure de nous fournir donc surtout nos boissons dans des récipients réutilisables. Et quand ce n'est pas possible, on essaye de privilégier l'acier et non le verre. Pourquoi l'acier? Parce que c'est pour le moment recyclé au plus haut pourcentage, et que le verre, en fait, est assez lourd et donc génère plus d'émissions de carbone. Et pour ça, on se base on se base souvent sur des rapports qui sont écrits par l'une ou l'autre boîte de consultance ou par l'une ou l'autre institution ou des experts. Et le troisième objectif, en fait, et c'est en ça qu'on essaye aussi de se différencier et d'aller plus loin, et c'est pour ça qu'on s'appelle Green in Town, c'est qu'on essaye dans notre démarche, on essaie d'inclure nos participants en leur donnant les moyens pour comprendre qu'il est possible de changer de comportement. Parce que souvent, on pense que c'est compliqué. On pense que être végétarien, c'est compliqué et on n'en voit pas les nécessités. On ne sait pas par où commencer. Et donc, nous, on se veut être un point de rassemblement entre plein d'initiatives qui existent déjà. On n'a pas besoin d'en inventer. Il en existe déjà beaucoup. Mais il est très difficile de trouver un endroit où on va toutes les retrouver de manière amusante. C'est ce sur quoi on essaie de travailler, c'est ce pourquoi on inclut pas mal d'acteurs de ce monde et qu'on essaie de travailler avec eux sur une manière attractive, souvent via le jeu, pour présenter soit leurs produits, soit leurs services de manière gratuite à nos participants. Pourquoi de manière gratuite? Encore une fois, par rapport à la responsabilité sociale, la durabilité ne doit pas être quelque chose qui ne peut être accessible qu'à des personnes qui ont les moyens de se l'offrir. Et donc voilà, ça résume en gros notre stratégie de durabilité. Et je pense que c'est déjà beaucoup. C'est déjà très très bien. Merci en tout cas, c'est super intéressant de t'entendre parce qu'il y a plein d'aspects, je pense, auxquels nous, on n'aurait pas forcément pensé comme ça. Tanjou, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Oui, j'ai une petite chose à dire encore concernant toujours ce sujet, puisque chaque année, le pôle culture du festival, enfin du BGF, publie un magazine qui s'appelle tout simplement le BGF Mag. Et pour l'édition de l'année dernière, donc on avait sorti un numéro spécial sur cette thématique, donc qu'on avait appelé Eco-Responsible and More. Où nous avions traité sur 70 pages ces questions d'écologie et de développement durable dans le secteur du jeu, et dans lequel nous avons proposé toute une série de pistes, de solutions à partir des témoignages, des pratiques et des expériences de professionnels ou d'autres du secteur du jeu, ici spécifique. Voilà. Peut-être qu'on peut aussi relayer les commentaires de nos visiteurs. Je ne sais pas comment on les appelle, sur le chat, des chatteurs. Alors, on a notamment Florent Toscano. Bonjour Florent, qui apprécie... Coucou Florent. Voilà, coucou Florent, qui apprécie donc le visuel, l'habillage du live. Alors, je voulais en profiter pour remercier ici Fred Navez, qui est notre graphiste en chef, qui a fait ce magnifique habillage pour ce live. Et voilà, donc c'est un illustrateur de talent, donc je voulais quand même lui faire un coucou et le remercier pour tout le travail qu'il fait pour le BGF depuis 3 ans maintenant, qu'il collabore avec nous. Donc c'est une perle et qu'on va garder. Et à mon avis, il a dû être très intéressé par la conversation qu'on vient d'avoir parce qu'il est à fond dans le durable et l'éco-responsable. Florent, tout à fait, qui est d'ailleurs intervenu dans ce numéro de 2019, les jeux Hopla, Florent Toscano. Voilà, je vous conseille vivement les jeux des éditions Hopla. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah oui, donc Quentin qui demande justement par rapport à
à la proposition de Jonathan. Il s'agit bien de partager les lieux, les dates et autres ressources entre festivals pour alléger les coûts. Est-ce bien ça? C'est l'idée brute. Maintenant, il faut un petit peu raffiner cela, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et en tout cas, Anne Brunel nous dit que c'est un joli rêve, Jonathan. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui est cette personne. C'est une de nos responsables bénévoles. Je l'embrasse. Voilà. Donc il y avait Armand effectivement qui demandait quelles étaient concrètement les prochaines dates de Greenington, mais là Nathan nous a répondu. Alors est-ce qu'il y a des compensations financières prévues par l'État pour les festivals effectivement qui ont été annulés ou reportés? Pour l'instant, nous, on n'a pas de réponse concrète. Il y a, voilà, on toque aux portes des divers pouvoirs subsidiants. Il faut savoir qu'au BGF, on a quand même 7 dossiers. C'est un montage financier assez complexe, avec de tout petits montants, mais voilà, avec ces tout petits montants, on arrive quand même à mener un festival comme celui-là. Et donc on attend de notre côté, on a quelques pistes, mais sans avoir de certitude pour passer ce cap, qui est assez complexe à gérer pour nous. Je ne sais pas pour vous ce qu'il en est. Je pense qu'on est nombreux à frapper à cette fameuse porte. Hein. On fait tous la file, donc ça mettra du temps avant d'avoir une réponse. Maintenant, je pense sincèrement que on a quand même un gouvernement qui sait que la culture reste quand même quelque chose d'important, même de nécessaire. Ça va pas être facile. Ça c'est évident, mais je pense surtout qu'il faut être patient. Je pense qu'on a tous fait des efforts pour justement arrêter cette hémorragie, chacun de notre côté. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut colmater toutes les brèches qui se sont ouvertes, mais il faudra le faire petit à petit parce que c'est un bordel assez monstrueux, quoi. Ouais. Et de votre côté, peut-être, Benoît? Oui. Au niveau, je pense que, comme Jonathan l'a dit, déjà, je pense que le maintien des subsides, même si on n'organise pas un festival ou qu'on l'a annulé, couvre déjà une grande partie des frais, mais c'est surtout aussi tout le secteur qui va être touché derrière. Mais donc, on ne voit pas encore ce que c'est. Moi, je pense que c'est important, de ce que moi je retiens en tous les cas de cette chouette entrevue, c'est que j'ai fait connaissance de festivals que je connaissais pas bien ou même pas du tout, et que je retiens les mots synergie, réflexion et opportunité, et c'est vraiment ce que je porte au cœur et que on aimerait peut-être mettre en place encore cet été, peut-être même en vous tendant la main pour notre parc poétique qu'on aimerait peut-être mettre en place à partir de juillet. Dieu sait ce que ça va devenir, mais en tous les cas, c'est ce que je mettrai au cœur. Voilà, là, ça nous permet peut-être de rebondir. On n'a plus beaucoup de temps, mais ça nous permet de rebondir un peu sur le dernier point qu'on voulait quand même traiter avec vous sur quid de l'avenir et des propositions alternatives. Donc tu en as touché un mot. Ils ont déjà un peu touché un mot sur les propositions alternatives, mais c'est vrai que pour le BGF, on n'en a pas vraiment parlé. Non. Et donc nous, on n'a pas envie de ne rien faire, mais on reste pour l'instant plus sur une réflexion sur quelque chose qui pourrait se passer en ligne. Donc on a déjà dans l'idée de faire plusieurs types de vidéos comme on a fait aujourd'hui. On voulait faire une première pour voir ce que ça donne, voir si ça intéresse les gens, et puis on va réfléchir à d'autres types de vidéos. Donc on a l'idée de faire comme ça de temps en temps des petites vidéos en ligne tout au long de l'été. Et puis, au moment du BGF, on a envie de faire quelque chose, mais on n'en est qu'au début de la réflexion. Et donc, on est en train de voir, on doit encore se réunir avec l'équipe pour en discuter plus concrètement. Mais moi, j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose à ce moment-là quand même. Oui, l'idée, ce serait effectivement de ne pas passer ce dernier week-end du mois d'août confiné chez nous. Et de pleurer de manière solitaire, mais voilà, de pouvoir partager ce moment-là malgré tout
avec voilà, tout un chacun qui s'intéresse à nos activités. Autant avec les partenaires qu'avec le public, quoi. Voilà, tout à fait, puisque nous avons quand même l'année dernière, on avait plus d'une centaine de partenaires, donc voilà, on aimerait quand même, d'une manière ou d'une autre, les impliquer dans ce moment-là. Voilà. À suivre, à suivre. À suivre. Ouais. Et alors, on voulait aussi profiter de ce petit moment live, justement en parlant du public. C'est qu'un des moyens qu'on a trouvé d'avoir une petite rentrée d'argent un petit peu chaque mois, on a un Tipeee pour le BGF. Donc, le principe du Tipeee, c'est une plateforme sur Internet qui permet de donner des tips. Et donc, en général, c'est utilisé notamment par les youtubeurs, les artistes. Et donc, c'est en échange des tips, ils ont droit à des contenus en particulier sur cette plateforme. Et donc, moi, je voudrais remercier nos quelques tipeurs du dernier mois, à savoir David, Renaud, Rouland, Françoise, Sem, Steve, les deux Xavier, Laetitia, Élise, Marc, Michael, Pierre et Coraline. Et remercier aussi tous ceux qui ont donné dans les mois qui ont précédé et qui ne donnent plus maintenant. C'est déjà très gentil. Je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier tous les noms depuis le début. Mais voilà, c'est un moyen de nous aider aussi à nous en sortir financièrement. C'est ça, c'est de décider de nous donner un petit peu d'argent. Ça peut être 1 euro par mois, ça peut être 1 euro juste au moment où vous le donnez, ça peut être 10 euros aussi si vous voulez. C'est autant que vous voulez, c'est ce que vous pouvez nous donner. Et ce n'est absolument pas une obligation non plus. Voilà. C'est un moyen effectivement de soutenir un événement comme celui-ci. Je ne sais pas si vous aussi vous faites des appels à contribution vous intervenez sur des plateformes participatives de votre côté? Non? Pas de notre côté, non. Ouais, l'idée dans notre nouveau projet Parc Poétique, c'était en effet d'en profiter, comme c'est plus concret et que ça va être une nouveauté de peut-être démarrer un crowdfunding ou une campagne comme ça, parce qu'un festival récurrent, c'est vraiment pas intéressant de faire du crowdfunding pour ça. Mais quand c'est une action spécifique et qu'on va peut-être acheter du matériel pour peut-être des choses à louer pendant l'été, qu'on ait une sorte de ludothèque créative artistique, là, ça pourrait rentrer dans les conditions. Donc, on va tenter la chance. Ok. Et de votre côté, Nathan? Il est parti à la piscine, lui. Ah. Alors, il faut préciser que Nathan est confiné. Il est confiné quelque part en France. Voilà, donc le temps de revenir de la piscine. Voilà. En France, parce que j'étais parti au ski en vacances. Ça a duré 1 jour. Et puis j'étais confiné. Et du coup, on a dû faire le choix de soit de descendre. On a eu de la chance qu'un de nos amis avait une résidence un peu plus bas en France, parce qu'on se voyait mal faire 14 heures de route dans un pays confiné. Et donc, on a pris cette décision-là. Et du coup, là, ça fait 1 mois et demi en fait qu'on est en France. Enfin. Mais bloqué en France. Ouais, on est bloqué. Ouais. Dans le sud, voilà. Au milieu des villes. On a la chance, je dois le dire, d'être ici et pas dans des appartements à Bruxelles. Donc, franchement, je suis assez content. Oui. Enfin, on a vraiment de la chance. Profitez. Et alors, nous, de notre côté, non, on n'a pas du tout mis ce genre de projet en place. Pour le moment, ces initiatives de crowdfunding ou d'appel aux dons ne sont pas encore prévues. Moi, personnellement, je travaille sur une solution virtuelle qui aurait pour objectif de permettre aux gens de se rencontrer autour d'un événement, donc autour d'un événement musical ou autour d'une pièce de théâtre ou autour de plein d'autres choses. On a un premier événement, ça s'appelle Square. Pour le moment, on permet aux gens de se retrouver autour d'un live musical et on fait un premier événement sur Zoom pour essayer de récolter assez de fonds pour créer notre plateforme qui est en cours de développement. Donc voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille avec un ami depuis 1 mois maintenant.
Mais on Très n'hésitera récemment. pas à relayer. Oui, n'hésite pas. Dès que les informations seront c'est disponibles. C'est gentil. Avec plaisir. Et alors, Anne, qui est très en verve, nous dit que devenir membre de la guilde du BIF, c'est soutenir le festival. Oui, effectivement. Voilà. J'avais oublié. Mais à culpa. Heureusement qu'il y en a Moi, qui je vais sont devoir vous oubliés. quitter. Mais oui, de toute façon, on Oui, va mettre fin. nous arrivons à la fin de l'émission, de Donc, cette vidéo. je vais juste remercier chacun de nos invités. C'était super intéressant de partager ce moment avec vous. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi sur le live et ceux qui nous regarderont en différé. J'espère qu'on pourra refaire des petits moments comme ça avec d'autres partenaires, avec d'autres discussions. On y pense en tout cas. Et encore un tout grand merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous toutes. Et je voulais en particulier aussi remercier Nicolas de Digital Transmedia, que vous ne voyez pas à l'écran, qui est en régie confinée, la régie confinée de Nicolas, qui assure donc toute la technique pour permettre que cette émission puisse être diffusée en live et dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci à Nico qui est aussi au BGF confiné, soit dans les caves de l'outpost, soit dans un conteneur, mais voilà, c'est sa destinée finalement, le confinement. Merci, ça lui plaît. Merci à tous. Voilà. Un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir. À très bientôt.